Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'accueille le clone 16838. Comment vas-tu, Alex? Super, et toi? Super, merci. Bah, écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. On avait échangé il y a plusieurs semaines pour essayer de se trouver un créneau, puis tu es revenu vers moi il y a quelques jours, donc ça fait super plaisir et on peut enfin enregistrer cet épisode. Et en plus, tu n'es pas en Europe ou en France, tu es à l'étranger, donc avec le décalage horaire, c'est pas toujours évident, mais on a trouvé un créneau, donc on va pouvoir y aller. Ouais, non, absolument. Non, c'est un grand plaisir pour le coup. J'ai vu les podcasts que tu fais, je trouve ça super cool. Et puis en plus, si jamais on peut donner un peu de force à la communauté des clones, je suis plus que partant. Donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir faire ce podcast avec toi. Surtout en ces temps un petit peu difficiles pour Artefact, mais on y viendra juste après. Et avant d'attaquer peut-être la collection et le studio global, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es et comment tu as fait pour débarquer dans le Web3? Yes, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Alexandre pour le coup. Donc, pour parler de ce que je fais, j'ai commencé en fait de façon assez classique avec une école de commerce. Suite à ça, j'ai intégré une banque d'investissement du coup en M&A, donc spécialisée en tech. La tech, c'est toujours quelque chose qui m'a énormément intéressé, ainsi que la finance. Et comment j'ai commencé en fait à m'intéresser au Web3. Je pense que comme beaucoup de monde, en fait, c'était durant le Covid. Les journées se faisaient un petit peu plus longues. Donc, c'est vrai que j'avais pas beaucoup, en fait, j'avais pas beaucoup à faire. Donc, par rapport à ça, j'ai cherché des nouvelles occupations. J'ai commencé par la bourse traditionnelle pour faire un petit peu de trading. C'est vrai que quand tout s'envole, c'est beaucoup plus facile. Donc, je faisais surtout sur les actions de biotech. Avec le Covid, tout ça, ça montait au ciel. Et je me suis vite rendu compte en fait que pour le trading, même pour les marchés traditionnels, la source d'information numéro un, c'est Twitter. Donc du coup, je commençais à passer énormément de temps sur Twitter pour essayer de trouver des nouvelles pépites, pour essayer de m'informer aussi sur les méthodes de trading. Et plus je me renseignais en fait sur Twitter et plus je voyais certaines personnes qui faisaient des performances gigantesques sur les cryptos. Et je me souviens que au début, en fait, je commençais à me renseigner dessus, mais je me disais non, ça a déjà trop monté, un peu en écoutant la masse. Je croyais en fait au potentiel des cryptos, mais je me disais que pour moi, des actifs qui font du x10, x20, avec, on va dire, un background un peu de finance traditionnelle, enfin, c'est trop beau pour être vrai, en fait. Ça peut pas, il doit y avoir quelque chose de problématique dedans. Au final, j'ai eu plusieurs amis qui ont commencé en fait à se lancer dans la crypto, qui m'en ont beaucoup parlé. Donc, j'avais décidé de me lancer. Puis en fait, je me suis rendu compte que en plus de ces multiplicateurs, en fait, il y avait un écosystème qui était absolument fabuleux. Toute la technologie qu'il y a derrière et en fait le potentiel que ça peut avoir dans l'économie réelle, il est faramineux. Et puis en plus de ça, c'est plutôt marrant et plutôt lucratif puisque je pense qu'après 3 jours, j'avais réussi à faire un x2. À l'époque, il me semble que c'était sur le Litecoin, les tokens leverage qu'ils avaient sur Bitcoin. Donc je me suis dit, ah ouais, ok, c'est sympa. Donc j'ai commencé à passer en plus de temps dans le Web3. Et suite à ça, en fait, ça m'a tellement intéressé que je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais essayer carrément de mélanger en fait cette nouvelle passion avec mon travail. Et donc, du coup, j'avais rejoint en fait une banque française en tech M&A et je les avais rejoints parce qu'ils avaient fait un deal avec Artefact. Ils avaient fait la première levée de fonds en fait de Artefact. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai rejoint cette banque, on était en train de préparer en fait le deal, donc l'acquisition de Artefact par Nike. Et c'est là en fait où je me suis lancé dans les NFT parce que du coup le fait de se renseigner un maximum sur le projet
sur lequel on bossait, et puis en même temps d'avoir aussi cette information que le marché n'a pas encore, que Artefact va se faire acheter par Nike. Je me suis dit, bon, écoute, j'ai pas le choix, je me renseigne dans les NFT, et puis depuis, je pense que je passe une bonne partie de mon temps libre à la maison, si ce n'est pas tout mon temps libre à la maison, à me renseigner plus sur le Web3 et les NFT de façon générale. Ok, ça marche. Ouais, donc t'as vite été confronté à Artefact et c'est peut-être cette expérience qui t'a donné envie de rentrer dans la collection. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet et cette collection en particulier, quand tu t'intéresses aux crypto-monnaies pendant le confinement, je crois que ça avait bien dumpé, non, à l'époque, en 2020, les cryptos, non? Comment ça s'était passé quand toi t'es rentré, c'était déjà bas, c'était... Moi, quand je suis arrivé, pour le coup, si je me rappelle bien, ça devait être en février 2020, je pense, ou février 2021, je suis plus sûr, février 2020. Pour le coup, ça avait énormément pump. Ça avait énormément pump, c'est-à-dire qu'au début, en fait, tous les trades que je faisais, ils réussissaient. Non pas que j'étais un bon trader, mais que j'étais là pendant la bonne période. Ah ouais, non, Donc, du j'ai dit une bêtise, ouais, effectivement, ça c'est monté en fait jusqu'à mars-avril. Et en fait, c'est en mai où c'est redescendu, où c'est bien redescendu avant de remonter en septembre, ouais. Ouais, donc toi, t'étais arrivé exactement. quand ça montait bien, en fait. C'est exactement ça. Après, j'ai Ok. connu mon premier dump. À l'époque, je pensais que c'était un dump qui était assez violent. Je me suis rendu compte après que c'était plutôt chill ce dump. Mais ouais, exactement, c'était à cette période-là. D'accord, ok. Ok, top. Bon, c'est bien de revoir un peu la timeline. Et du coup, quand tu passes sur les cryptos, tu laisses de côté la finance, on va dire, plus traditionnelle. Tu Je fais un peu les travaillais, deux. bah pour le coup, en fait, à cette époque-là, je travaillais pour une boîte qui s'appelait Noah Advisor. Et on va dire qu'on avait des horaires de... Tout était en télétravail, en fait, parce que, enfin, il n'y a pas de bureau dans cette boîte. Et les horaires étaient assez sévères, on va dire. C'est-à-dire que généralement, le matin, je commençais entre 8 et 9 heures pour finir, on va dire, entre 2 et 4 heures. Le samedi, généralement, je bossais pas et le dimanche, je bossais à peu près de 15-16 heures à 2 heures du matin. Donc, c'était assez chargé. J'avais pas forcément une vie sociale très animée. Mais pour autant, dès que je finissais en fait ma journée de travail, pour le coup, j'allais pas directement dormir, j'allais passer du temps j'allais passer du temps en fait sur Twitter, sur Telegram, sur Discord pour essayer de trade des cryptos. Donc j'étais vraiment en train de concilier les deux. Ok, super intéressant. Et comment tu... moi, je sais que c'est un petit problème que j'ai, donc j'aime bien poser la question et, à ceux qui passent sur le podcast. Mais c'est vrai que comment tu trouves les infos? Là, en plus, tu as évoqué, bon, Twitter, c'est pas forcément la plateforme la plus simple pour Dig. Tu Ouais. étais également sur Telegram. Moi, je suis pas trop fan. Après, tu as Discord. J'ai un peu du mal aussi. Comment tu fais du coup pour trouver des infos, vérifier qu'elles soient bonnes, creuser de ton côté? Comment tu t'y prends? À ce moment-là, Euh, ça a peut-être évolué depuis, mais quand tu débutes. Bah, je pense que ça a pas mal. Enfin, en fait, en se trompant, j'ai envie de te dire, c'est un peu en se trompant, c'est-à-dire qu'au début, pour moi, en fait, la source d'information numéro un dans le Web3, c'est Twitter. C'est là où je trouve absolument toutes mes informations. Par contre, avant, voilà, quand je suis arrivé, je pense que comme tout débutant, je faisais un peu l'erreur de suivre des influenceurs parce que ils vont te mettre un screenshot de leur profit. Donc, quand ça, c'était plus vrai pendant le bull run. En bear market, il y a beaucoup moins d'influenceurs qui faisaient ça. Et donc, je me disais, ah, c'est génial, je vais essayer de le suivre. Et donc, en fait, à force, quand il y avait certains influenceurs ou certaines personnes qui commençaient à publier pas mal, je me renseignais, je les follow et j'essayais un peu de dig, en fait, de voir les personnes qui commentaient. C'est vrai qu'au début, quand tu arrives dans Twitter, ça peut être assez impressionnant pour pouvoir suivre les bonnes personnes, se construire un feed de qualité. C'est énormément de travail, hein. Comme je l'ai dit, ça s'est fait, hein, je pense que j'ai dû prendre 1 an avant d'avoir un feed de qualité, en fait, où je peux avoir les bonnes informations, on va dire. Mais avant ça, ouais, c'était vraiment que de la recherche, essayer de parler à du monde, essayer d'aller sur Telegram. Il y avait pas mal de groupes. C'était là où j'allais souvent sur Telegram. C'était l'époque des forks je me souviens plus comment s'appelait ce protocole. Mais en gros, c'était des pump and dump avec du farming, avec du 5-10 000% d'APR à forme de fork d'Olympus, c'est ça? Et tout ça, en fait, je faisais exclusivement sur Telegram parce que dès qu'il y avait un nouveau projet sur Twitter, il allait poster un Telegram. C'était dans le Telegram
dès le début, en gros, tu pouvais obtenir une whitelist. Avec le whitelist, tu pouvais te faire des x5, x10 très rapidement ou des x0 quand ça reguait, ce qui était aussi assez, ce qui était assez fréquent. Mais ouais, non, du coup, pour moi, la source d'information numéro un, c'est le Twitter. Ça prend du temps, mais je pense que quand tu consacres le temps nécessaire, après, tu obtiens en fait des informations et des alphas qui sont incroyables. Et un des trucs aussi que je regrette que j'ai pas fait assez souvent, c'est en fait ne pas hésiter à commenter énormément, à interagir en fait sous les posts des personnes qui t'intéressent, que tu trouves intelligentes parce que le Web3, c'est un monde qui est vraiment tout petit. À partir du moment où tu peux ajouter un peu de value, bah, tu peux être ajouté en fait dans des groupes d'alpha sur Twitter, dans d'autres groupes privés en fait sur Twitter. Et c'est là en fait où va venir la vraie force, puisque du coup, ça va être une bande de personnes, ça peut être des groupes de 5, 10, 50, 100 personnes qui ont tous le même objectif, qui vont avoir pas mal de sources d'informations différentes et ils vont tous échanger entre eux. Et pour moi, c'est là en fait où tu peux commencer à obtenir des vraies informations de manière assez rapide. C'est vraiment en fait avec ton network. Ok, ça marche. Bon, merci pour ce retour. Et du coup, pour revenir sur ton parcours, tu t'intéresses aux crypto pendant le confinement en 2020. Mhm. Ensuite, avec une opportunité professionnelle, tu participes au rachat d'artefacts par Nike, sachant que ça arrive fin 2021, si ma mémoire est bonne. C'est ça Euh, exactement. et du coup, entre 2020 et fin 2021, tu t'intéresses au NFT ou c'est cette expérience pro et ce rachat d'artefacts par Nike qui te lance dans les NFT? En fait, c'est complètement cette expérience. C'est-à-dire qu'avant, je voyais sur mon feed Twitter qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient dans les NFT, qui arrivaient à faire des gros multiples, mais je voyais aussi en fait ces tweets qui disaient, c'était notamment une des plus grosses gazoires à l'époque, c'était Mechaverse, je crois, je ne suis pas sûr du nom. Enfin bref, et donc, il y avait pas mal en fait de personnes qui disaient, ouais, je viens de payer $300 de gas fees, je viens de payer $500 de gas fees, et sachant que j'ai raté la transaction. Donc, pour moi, en fait, j'imaginais les NFT comme quelque chose de complètement inaccessible, ce qui peut d'ailleurs être le cas. En fait, les NFT sur Ethereum, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Et donc, du coup, je me suis dit, non, je vais pas prendre un risque de pouvoir acheter une image en payant 3 à 500 dollars de gas fees, sachant que je suis même pas sûr d'avoir cette image à la fin et que je ne sais pas comment la revendre, je ne sais pas du tout en fait comment accorder de la valeur. Donc c'est vrai que c'était quelque chose. J'étais conscient que ça marchait, j'étais conscient qu'il y en a qui l'utilisaient beaucoup, mais je m'y intéressais pas. J'ai vraiment commencé à m'y intéresser pour Artefact et mon premier NFT c'était un clone. Ok, ça marche. Donc ça c'est assez beau. J'aime bien voir les gens qui. C'était comme Scarla, le dernier qui est intervenu sur le podcast. Il a mint, si je dis pas de bêtises, son clone et il est holder Ouais, depuis. Ce qui est ouais, assez rare pareil. d'avoir de holder un NFT aussi longtemps, surtout de le garder en PFP. Ouais. Et, euh, et toi, tu décides du coup, tu mint, ouais, donc tu achètes un vial. En fait, j'achète un vial, c'est-à-dire que je voulais mint, mais pour la petite histoire, donc j'avais pas un gros portefeuille en crypto. Donc au début, en fait, dans ma boîte, évidemment, tout le monde en a acheté, tout le monde a acheté un clone. Et au début, j'étais là en mode non, je vais pas mettre 10 000 dollars dans un NFT, c'est pas possible, je vais Ah, parce pas. que le mint était cher en plus, c'était à 2 ou 3 Ethers, non? Ça a commencé à 3 Ethers, sachant qu'on avait un Ether qui était à plus de 3000 dollars. Ouais. Et c'était en Dutch Action et ça a fini au final à 2 Ethers, le mint. Le problème étant que, en fait, j'avais de l'argent, j'ai carrément vidé des comptes en banque que j'avais, en fait, pour pouvoir le mint. Et avec les banques traditionnelles que j'apprécie énormément, bah, ça a mis plus d'une semaine, en fait, pour que je puisse débloquer mon argent. Donc, pendant cette semaine-là, du coup, j'ai loupé le mint. Et au lieu de l'acheter à 2 Ethers, j'ai acheté mon Vial à 3,85. D'ailleurs, pour la petite histoire, une anecdote qui est assez marrante, c'est que du coup, j'avais juste assez d'argent pour pouvoir acheter un Vial à 3,5. Mais juste au moment où je reçois l'argent, mon clone, le mint, le Vial que je voulais acheter a été vendu. Le
Le prochain était à 3,85 et il me manquait, je crois que c'était 1000 ou 1200 dollars, 1200 euros. Et ce que j'ai fait, en fait, je me suis dit, purée, là, il est 2 heures ou 3 heures du matin. Je le veux absolument, sinon ça va continuer de monter. Il m'en faut absolument un avant. Comment est-ce que je peux obtenir 1000 euros là tout de suite? Et du coup, en fait, je suis allé sur Lydia et j'ai contacté un prêt en 5 minutes que tu peux rembourser après en 3 mois pour pouvoir acheter, pour pouvoir avoir les 1000 euros qui me manquaient pour acheter ce vial. Ok. Rock'n'roll FOMO total. Complète, faut moi, j'ai vidé tous mes portefeuilles crypto vraiment. Enfin, j'ai fait all-in en fait pour acheter ce clone à l'époque. Ok. Et du coup, tu acquiers le vial et ensuite tu le reveal. Exactement. Ok. Et du coup, quelle est la sensation? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est excité? Est-ce que Ouais, tu as la possibilité d'avoir des rares? On a déjà évoqué les ADN sur ce podcast, mais éventuellement un alien ou même un ange ou un démon. non, j'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur. J'étais parce que encore une fois, comme je te l'ai expliqué, pour moi, pour le coup, cet NFT, ça représentait un vrai investissement. Après, j'avais pas peur dans le sens où je serais pas capable de récupérer mon investissement. Euh, Enfin, je savais pas que j'allais le holder jusqu'à un Ethereum. Mais j'avais plus peur dans le sens où, attends, mais en fait, si jamais j'arrive à obtenir un clone vraiment très très rare, bah peut-être que ça pourra, entre guillemets, changer ma vie. En fait, de pouvoir, quand tu vois qu'il y en a qui ont été vendus, le plus cher, je crois que c'était 1,2 million, il y en avait plusieurs qui étaient vendus à des centaines de milliers de dollars pour les vraiment rares. Ouais, j'avais conscience que si jamais j'arrivais à en tirer un très rare, ça pourrait avoir un impact quand même assez conséquent. Donc j'étais quand même, ouais, j'étais en stress. Et pas stressé d'avoir un NFT que tu n'aimes pas du tout, que tu trouves moche. Ah, aussi, je pense que non, je pense que j'étais vraiment plus. C'était un risque aussi, mais j'y pensais pas énormément à ça pour le coup. J'étais beaucoup plus focus sur le est-ce que je vais avoir un très rare que je peux avoir un très moche. C'était quelque chose que j'avais dans le coin de ma tête. Mais ouais, non, c'est sûr. Et ce qui était assez marrant aussi, c'est quand on est arrivé au taf, du coup, le lendemain, tout le monde avait son clone, donc du coup, tout le monde le reveal. Donc, on était en fait en train de les comparer, en train de regarder la rareté. Parce qu'au final, aujourd'hui, la rareté, ça importe plus vraiment, à part si vraiment tu en as un qui est dans le top, peut-être dans le top 1000 sur 20 000, ça compte, mais aujourd'hui, ça compte plus vraiment. Par contre, au début, la rareté, ça faisait quasiment tout. Du coup, on est Ouais. en train de tout se comparer, etc. Le mien était pas trop mal. Je crois qu'il était rank 4000. Depuis, ça a changé. Donc, du coup, non, j'étais content. Ok. Ok. Et c'est vrai que moi, quand j'ai choisi le mien, bon, j'en ai pris un au floor, hein, parce que c'était un sacré invest aussi. Il y a un an, on était à 5 Ethers. Et Ouais. mais comme les clones sont peut-être la collection où tu peux le plus facilement t'identifier, étant donné qu'ils ont un aspect humain avec le rendu 3D aussi, bah, tu as envie d'avoir un beau NFT parce que bah, soit tu prends une identité qui te ressemble pas forcément, mais tu arrives plus à l'identifier que quand c'est un singe, un chien ou que sais-je. Donc c'est vrai que si tu tombes sur quelqu'un qui te ressemble pas du tout, ça peut poser, je trouve, plus de problèmes que bah, un singe. Un singe, de toute façon, t'y ressembleras jamais vraiment. Ouais, c'est vrai. Euh, et du coup, donc tu as gardé le clone, bah, ça veut faire quoi? Ça va entamer ta troisième année? Ouais, c'est ça, Euh, en 2024. Waouh, yes, carrément, ouais. Waouh. Et, et toi, tu as bénéficié, du coup, étant holder depuis le début de bah, toute l'euphorie. Je crois que le floor price, il est monté à 20 au plus haut, si je dis pas de bêtises. Il y C'est a ça, un également petit peu eu, plus tard, mais il y a eu quand même pas mal de airdrops. ouais. T'as pas vendu parce que tu disais juste avant que tu l'as hold jusqu'à un Ether et tu l'as encore aujourd'hui. Non, Quelles ont été les différentes phases, bah, à la fois d'euphorie, à la fois d'airdrop? Est-ce que tu t'es posé la question de vendre à un moment donné, les airdrops, est-ce que tu as tout gardé? Est-ce que tu en as vendu une partie pour récupérer ton investissement? Comment tu as vécu un peu ces 2 années ou cette année de folie sur 2021-2022? Pour le coup, non, j'ai toujours voulu hold. J'ai jamais pensé en fait à vendre mon clone. Parce que voilà, étant donné que j'avais vu le deck, que je m'étais vraiment bien renseigné sur le projet,
pour le coup, quand j'avais acheté, je l'avais vraiment acheté en fait en, en pensant le long terme. Donc c'est vrai que je me suis jamais posé la question de vendre. Je l'ai mis en vente quelques fois en fait, mais à des prix qui sont débiles, dans le sens où je me dis, bon, bah, si je le vends à ce prix-là, ok, cool, je me rachète un ou deux et voilà, je peux TP un peu. Mais je pensais jamais à le vendre. Et ouais, au niveau de l'euphorie, c'était assez dingue. Je me rappelle, j'étais à une soirée avec mes potes, donc mes potes qui n'étaient pas du tout dans les NFT. Parce qu'à un moment donné, Clone a eu un gros push de, je sais pas, peut-être 7 Ethereum à 13, 14 Ethereum. Ok. Sachant que, sachant qu'un Ethereum, ouais, encore à cette époque-là, je sais plus, ça devait être entre 3 et 4K peut-être. Et je m'en suis en fait, je regardais mon téléphone, j'étais sur OpenSea et je voyais le floor qui monte. Et en fait, toutes les 30-40 minutes, je disais à mes potes, je viens de gagner 3000 balles là. Je viens de gagner 3000 balles. Ouais, je viens encore de gagner 3000 balles. Ouais, c'est une soirée à 10 000 balles. J'étais fou en fait. Pour moi, c'était incroyable parce que donc il y avait ça, il y avait cet NFT donc du coup qui quand il était à 20 Ethers, ça valait 80 ou 90 000 dollars, quelque chose comme ça. En plus de ça, on avait reçu le Monolith 1. Le Monolith 1, pour le coup, là-dessus, Artefact, ils avaient été absolument sensationnels. Ils ont fait une communication qui était dingue. C'était le premier NFT avec le logo Nike. En plus, ils avaient fait des quests où tu avais vraiment toute la communauté qui était à fond dedans. Artefact avait encore ses waves, donc vraiment tout le monde était à fond dedans. Tu voyais le prix qui monte au maximum, c'était 11 Ethers, donc ça représentait à peu près 40 000 dollars. Donc ouais, pour moi, c'était, attends, mais ils viennent de nous offrir en fait 40 000 dollars comme ça en cadeau. Waouh! Ce monolithe-là, je ne l'avais pas vendu. J'avais hold. Après, même quand il y a eu le reveal en soi, ça valait moins cher, mais j'étais là en mode, je me suis dit, waouh, première chaussure digitale de Nike, etc. C'est génial. La chaussure, elle devait être à 4-5 000 de floor. Pour dans ma tête, c'était inconcevable en fait de la vendre même à 3 ou 5 000 dollars. Et ce qu'on avait tous en tête en fait, c'était que pour nous, si tu avais le monolithe et donc la chaussure, tu allais avoir la physical mais gratuitement. Tu n'allais pas devoir en fait la forge ou payer un supplément après. Donc suite à ça, j'avais eu le Monolith 2. Et pour l'histoire, le Monolith 2, c'était un des seuls assets que j'avais vendu. Je l'avais vendu pour 3,4 Ethereum. Et c'est une anecdote aussi assez marrante. Je l'avais vendu en fait pour pouvoir mint les lands de Other Side. Ok. Et je me souviens, c'était à 3 heures du matin le mint. Moi, j'étais en boîte en fait avec des amis. Et à 2h40, j'ai dit, bon les gars, moi je dois y aller. J'avais bu quand même pas mal de verres. Bon les gars, moi je dois y aller, je dois rentrer à la maison. Là, j'ai mon mint. Donc du coup, je suis rendu, je suis rentré, je me suis installé devant mon ordinateur. Il me semble que j'avais quelque chose comme je crois que j'avais à peu près 15 000 dollars du coup pour pouvoir mint les deux other side. Et ce qui est assez drôle, c'est que je me suis dit, bon, ça va être une énorme gasoire. Enfin, c'était la plus grosse gasoire de l'histoire en fait de Ethereum. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais être super large. Je veux absolument pouvoir mint de l'end de other side. Donc, je me mets un budget de 1,2 Ether de gas fees, ce qui est complètement incroyable. Sauf que, en fait, pour passer, fallait mettre quelque chose comme 1,6. Je les avais pas. Donc, du coup, je suis resté de 3 à 6 heures du matin. J'étais en fast time avec mon frère, avec qui on partage certains investissements. Et voilà, juste en train de regarder les mint. Et donc, au final, ça s'est terminé comment? C'est-à-dire que le mint a clos. J'ai dû revendre mes apes, parce que du coup, tu devais payer le mint en ape, donc qui avait fait moins 30% après le mint. Donc, c'était l'histoire de quand j'avais vendu le Monolith 2. Avec du recul, quand je vois ce qu'ils ont fait avec le Monolith 2, je suis pas mécontent de l'avoir vendu à 3,4 Ether. Et quand sur la transaction, euh, quand tu mets 1,2 de budget là pour les fees, Ouais, si ta transaction elle passe, tu payes pas 1,2, si? si, si. Si, si, tu les payes, ouais. Ok, ouais, j'avais un Ouais, doute, mais c'est ça. Pour le coup, il y a eu pas mal de transactions, mais en fait, là où ils ont été cool, Yuga, c'est qu'ils ont remboursé toutes les gas fees. Je sais plus combien, mais il me semble que enfin, ça devait être au moins 100 millions de gas fees qu'ils ont remboursé. À côté de ça, avec le Mint, ils se sont fait 300 millions. Donc, je pense qu'il reste profitable. ah, est-ce que tu les aurais perdus? En gros, tes 1,2, tu les aurais perdus, est-ce que tu les aurais engagés, mais t'aurais pas eu le NFT malgré tout, mais t'aurais quand même payé les fees?
c'est ça, ça aurait été une fail, une transaction fail. Mais ils ont Ils remboursé les pour ont. le coup. Ok. Ouais, sinon ça faisait un peu mal quand même. Ouais, sinon, ça, enfin, déjà, au final, j'ai perdu $3 000 avec les moins 30% de Ape directement, puisqu'il y a plein de gens qui ont acheté du Ape pour pouvoir minter. Si en plus de ça, j'aurais perdu 1,2 Ethereum supplémentaire pour les gas fees, ouais, ça aurait pas été cool. Tu m'étonnes. Et du coup, il y a eu pas mal d'airdrops. Donc, tu as eu Monolith 1, Monolith 2, il y a eu les pods, il y a eu les Animus. Yes. Et ça, t'as tout gardé. Non, moi, Animus, pour le coup, je gardais les pods avant. J'avais même racheté plusieurs pods que j'avais revendus après pour une somme misérable, puisque de toute façon, tout a énormément baissé. Par contre, avec Animus, du coup, il y avait déjà en fait cette perte de confiance, pas envers le projet d'Artefact, mais plus envers l'exécution de l'équipe, qui est pour moi en fait c'est le vrai problème, c'est un problème d'exécution, parce qu'il y a tout les fondamentales, il y a toute la stratégie pour pouvoir faire un truc incroyablement cool. Mais étant donné que l'exécution, pour l'instant, on est proche du zéro, je me suis dit pour l'Animus, de toute façon, je vais vendre, je le vends instantanément. Je le rachèterai plus bas. Donc, je l'avais revendu, il me semble, pour 0, un truc entre 0,8 et 0,9. Après, je l'avais racheté à 0,3, je l'avais revendu à 0,35, racheté à 0,28, et j'ai fait plusieurs allers-retours comme ça. Au final, j'ai vendu le dernier récemment pour 0,37, donc là, j'ai plus d'egg. Ouais, je regarde pas mal le floor price depuis plusieurs mois. C'est vrai qu'il est aussi souvent entre 0,26, 27, 28 et 0,4 quand il y a des annonces. Ouais, exactement. Donc, il y a bon, c'est des flips très, très minimes, mais quand il y en a un qui est en dessous de 0,28, je pense que ça peut être intéressant, même si c'est pour gratter un 0,05 ou quelque chose comme ça. En bear market, je pense que c'est toujours intéressant de les prendre. Ouais, et puis même en dollars, ça fait quand même 100 dollars. Bon, t'en fais deux trois sur plusieurs collections par mois, ça peut vite te permettre de faire grossir ton Ouais, portefeuille. exactement. Exactement, exactement. Et pour revenir un petit peu dans le passé, quand sur la collection, quand elle touche la TH, bon, au moment de la TH, tu sais pas que c'est la TH, mais quand ça Ouais. commence à redescendre un petit peu, t'es à -10, -20, -30% de la TH, qu'est-ce qui traverse l'esprit? Est-ce que tu te dis ça va rebondir? Est-ce que tu as quand même envie de vendre et tu te dis bah, si jamais ça va plus bas, vaut mieux que je sécurise mon invest? Est-ce que tu es trop attaché à ton NFT et tu veux surtout pas le vendre? Comment ça se passe dans ta tête? Je pense qu'on serait peut-être sur la dernière option. Et aussi, je pense que j'étais complètement shooté à l'opium, dans le sens où pour moi, de toute façon, le but de Clonix, c'était enfin, on était entre guillemets entre bataille avec les bikes, pas dans le sens bataille d'un point de vue péjoratif, hein, mais dans le sens où voilà, par rapport à tout ce que Clone a proposé, il n'y a pas de raison qu'on soit peut-être pas au même niveau, mais en tout cas qu'on vienne les embêter un peu. Je parle uniquement en termes de floor price, bien évidemment. Donc moi, j'étais complètement opium. J'étais, non, mais c'est normal, de toute façon, on va remonter. J'ai confiance, c'est long terme, long terme, long terme, long terme. Et donc, franchement, je m'en foutais de la baisse. Ouais, je m'en foutais complètement, en fait. Ok, Complètement. ok. Et en parallèle, est-ce que tu réinjectes dans les cryptos? Ce que tu nous expliquais dans l'introduction, que tu fais all-in sur le mint d'artefacts. Après, bon, tu revends le Monolith 2 où tu récupères un petit peu de liquidité. Est-ce que du coup, tu réinjectes du fiat pendant ce laps de temps? Est-ce que tu as la possibilité de te positionner sur d'autres collections? Ouais. Parce que pour le coup, j'ai commencé avec Clone, mais ça m'a vraiment fait adorer, en fait, les NFT, la culture. Enfin, en fait, j'ai trouvé ça beaucoup plus cool que les cryptos, où les cryptos, en fait, on va dire, ça parle plus de chiffres. Où l'idée, c'est de faire du chiffre. Là où, en fait, NFT, il y a un véritable esprit de culture, des vraies communautés, plus d'entraide, etc. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et donc, du coup, j'ai voulu avoir d'autres NFT. Donc, j'ai réinjecté du fiat, ouais. Ok, J'ai j'ai- j'ai réinjecté un peu de fiat. Où pour le coup, ça s'est pas trop mal passé avec ça. ok. Et ta stratégie globale sur les NFT, c'était de holder des collections un peu
comme Clonix, c'était de faire du flip pour faire grossir ton patrimoine. Ouais, non, il y avait Clonix, où pour le coup, ça c'était pour Hold. Le reste, c'était plus de Mint, en fait. C'était en fait de pouvoir aller dans des collections super early, essayer de gratter des whitelists, ou si c'est pas des whitelists, en fait, de Mint, de Mint au, pas de Mint, en fait, mais de In, en fait, juste après le Mint, ou juste après la première chute du Mint, et de revendre après. Donc, j'étais plus dans un esprit de flip que d'investissement long terme pour la plupart des NFT parce que bon, j'étais conscient qu'il y avait beaucoup d'NFT, c'était des cash grabs. Des cash grabs, des Ponzi, ça n'avait aucune, enfin, c'est même pas des NFT. Pour le coup, Clonex, j'aimais vraiment beaucoup ça. Il y a pas mal de NFT où j'ai in en me disant, mais bon, je vais être un peu grossier, mais c'est quoi cette merde? Pourquoi je in? Bon, ok, vas-y, let's go. Et pour essayer de les flipper rapidement. Ouais. Ok, ok. Et toi, aujourd'hui, ta vision, quelle est-elle? Est-ce que tu continues d'investir dans certaines collections? Est-ce que tu attends que le marché se réactive un petit peu? Alors, pour le coup, un NFT sur Ethereum, là, ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté. Euh, Parce que je pense qu'en fait, pour le coup, en fait, je pense qu'il y a des cycles. Et la façon dont ça marche dans le Web3, en fait, j'ai l'impression qu'il y a d'abord en fait ce cycle où il va y avoir toutes les cryptos qui pump. Une fois que toutes les cryptos pump, beaucoup vont faire pas mal d'argent avec ces cryptos-là. Et ensuite, ils vont réinjecter ça dans les NFT. Donc pour moi, je sais peut-être qu'on a atteint le bottom en NFT, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités qui sont présentes aujourd'hui sur le monde de la crypto. Je suis pas mal investi dans les cryptos sur l'intelligence artificielle. Il y a une nouvelle crypto aussi où en ce moment je passe tout mon temps, c'est Luxo. D'ailleurs, par contre, sur Luxo, pour le coup, je suis très très actif pour flip des NFT et en même temps investir long terme. Je passe tout mon temps dessus, je regarde plus sur Ethereum. En ce moment, je trouve qu'il y a une bonne dynamique. Mais ouais, en ce moment, je suis plus trop sur les NFT sur Ethereum, mais plus sur Luxo. Euh, ouais. Ok, ok, ok. Et du coup, tout ce parcours t'a amené, on en parlait un petit peu en off avant de lancer, à travailler full-time dans le Web3 du coup. Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça, en fait, c'était suite à, en fait, à ce deal avec Nike que j'ai pu observer, où je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool, attends, pourquoi je le ferais pas? Et je me souviens là en fait où j'ai eu un déclic, on était allé voir un potentiel client qui essayait de lever des fonds, donc il essayait de lever 40 millions, il me semble. Sur ça, nous, on avait bossé sur un pitch en finissant assez tard pendant 3 jours d'affilée. Et quand on arrive, en fait, pour rencontrer le CEO qui voulait lever les 40 millions, bah, en fait, on a été accueillis par un mec de mon âge. C'était un mec de mon âge, un mec normal qui était, enfin, voilà, super cool, etc. Et en fait, pendant tout ce temps, je me suis dit, mais pourquoi je me lance pas aussi pour créer en fait pour créer quelque chose pour être mon propre patron. Pourquoi je le fais pas? C'est pas possible. Et je me suis dit en fait que j'étais à la mauvaise place de la table. Et donc du coup au final j'ai quitté mon job je crois 3 semaines après. J'ai fait une mini levée de fonds pour pouvoir monter mes Architect Studio et et ouais, de là, j'ai commencé pour le coup à me mettre full-time Web3, où pour le coup, on a commencé en fait à surtout faire de l'architecture pour le Web3, donc vraiment spécialisé dans le métaverse. Je me suis associé avec un de mes meilleurs amis, avec mon petit frère qui également est développeur sur Ethereum, et avec une autre architecte qu'on a recruté. Au début, on devait juste la recruter. Au final, le courant s'est tellement bien passé qu'on s'est directement associé. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, je vis avec cet architecte. On a fondé une autre société ensemble aussi, qui est une société de design. Et voilà. Ok, ça marche. Et concrètement, Architect, ta société, quel est son but? Par exemple, moi, je crée une collection NFT ou pas, je viens te voir et tu réalises le projet dans Metaverse? Non, Concrètement, en fait,
En fait, on intervient en fait sur plusieurs sujets. Le premier, on va dire, ce qui est core, la raison en fait de notre business, c'est, par exemple, tu as envie de te créer t'as envie de te créer en fait, dis donc, tu as une land sur, bon, c'est plus trop d'actualité ça, mais de base c'était comme ça sur Decentraland ou sur Sandbox. En fait, nous, on va faire toute la modélisation 3D. Si tu as envie d'avoir une villa, si tu as envie d'avoir un bâtiment, si tu as envie d'avoir n'importe quoi ou de créer un avatar. En fait, on va réaliser toute la modélisation 3D. Récemment, on a beaucoup plus travaillé sur Spatial, qui propose des graphismes en Ultra HD. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie aussi, c'était que, étant donné que j'avais un background du coup en levée de fonds, euh, d'accompagner aussi des entrepreneurs qui veulent lever des fonds mais n'y connaissent pas grand-chose. Donc par rapport à ça, on leur propose un accompagnement. Et en gros, c'était les deux gros points sur lesquels on travaillait pas mal. Ok. Ok. Et cette activité, tu l'as lancée quand? C'était en mars 2023, je crois. Ok. Non, mars 2022, mars 2022, mars 2022. Ok. Ok, top. Top. Et du coup, ça te permet de travailler avec en B2B majoritairement ou B2C? Ouais, c'est clairement c'est majoritairement en B2B. On avait fait ça en fait, on était encore enfin je sais pas si on était en fin de full bull market ou en début de bear market, mais du coup il y avait aussi du B2C pour le coup où c'était des individus en fait qui venaient nous voir pour qu'on leur fasse la modélisation 3D en fait de leurs avatars pour qu'ils puissent lancer des collections de NFT. Donc c'est un peu des deux, mais nous on favorisait surtout en fait les B2B, les sociétés qui veulent pour le coup lancer une identité dans le métaverse. Et pour le coup, on bossait surtout là-dessus, ouais. Et c'est ce qu'on préfère faire. Ouais, ok, ça marche. Et est-ce que, comme tu t'es lancé full-time dans le Web3, à développer une activité entrepreneuriale, est-ce que ton clone t'a ouvert certaines portes? Est-ce que ça t'a donné un... Soit est-ce que ça t'a permis de développer ton réseau, ou est-ce que, parce que bah, c'est un NFT qui était considéré, alors aujourd'hui c'est peut-être plus ouvert à débat, mais comme un blue chip, donc comme une des plus grosses collections du space, est-ce que ça t'a permis d'avoir un certain statut d'autorité et ça t'a permis de faire plus de choses ou pas du tout? Euh, non, je pense que en fait, par rapport à moi, mon expérience personnelle dans le Web3, ça m'a donné beaucoup d'opportunités, en fait, pour pouvoir, enfin, savoir où investir et pour pouvoir multiplier mon capital. Le fait d'avoir un clone, ça m'a vraiment ouvert, en fait, à une communauté avec des personnes qui sont très talentueuses et qui connaissent très bien leur sujet. Enfin, aujourd'hui, d'ailleurs, ça fait partie de très bons amis, j'ai envie de te dire, puisque je passe plus de temps avec eux qu'avec mes amis en IRL. Donc, du coup, dans ce sens-là, ça m'a apporté beaucoup d'opportunités. D'un point Mais de du vue coup, professionnel, la d'au- plupart de... Oui. c'est d'autres holders de clones, du coup, ces Euh, personnes-là, ou pas forcément? alors, en tout cas, c'était. Ok, En tout cas, c'était. ok. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui ont vendu. Mais ouais, la plupart, c'était. Et par contre, d'un point de vue professionnel, en fait, étant donné qu'on travaillait plus en B2B et on allait plus en fait chercher des clients qui avaient besoin d'accompagnement pour se lancer dans le Web3 et qui ne connaissaient pas énormément, par rapport à ça, en fait, le clone, quand je leur parlais du fait que bah, j'ai une image qui vaut 70 000 $, ils étaient plus en mode quoi, mais comment ça se fait? Donc non, par rapport à ça, ça n'a pas forcément apporté de valeur en fait d'un point de vue B2B en tout cas. Oui, parce que du coup, oui, s'ils connaissent pas la collection, en fait, ça sert pas à grand-chose. Exactement, c'est ça. Mais par Ouais. contre, pour faire des connexions personnelles en fait dans le monde du Web3, pour le coup, ça a énormément servi. C'est super cool, surtout qu'au début, tu avais en fait un sentiment d'appartenance envers tous les clones, une bienveillance et une communauté qui était absolument incroyable. Donc ouais, non, au début, par contre, d'un point de vue personnel, ça ouvre pas mal de portes. Et puis en plus, j'ai rencontré pas mal de personnes avec qui aujourd'hui, enfin, je suis en train de lancer un projet, par exemple. Donc, je dirais que d'un point de vue personnel, pour le coup, ça a été vraiment super cool, ce clone. Et rien que pour ça, c'était un très bon investissement. Ok.
Et est-ce que tu penses que aujourd'hui, une PFP, bon, pour moi, il y a deux collections vraiment qui se détachent, c'est les CryptoPunk pour le côté historique et les Bored Ape parce que je pense que pour ceux qui ne sont pas initiés au NFT, c'est les images qu'ils ont plus vues, avec notamment les célébrités qui l'ont Bien sûr. utilisé en PFP pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Et est-ce que tu penses que si tu avais un CryptoPunk en PFP ou un Bored Ape, pour le business, ça t'aurait plus aidé parce qu'ils sont plus reconnaissables ou pas forcément, ceux qui connaissent pas les clones, de toute façon, ils connaissent pas les Bored Ape et ça change pas grand-chose. Je pense que ça aurait ouvert plus de portes parce qu'à l'époque où, enfin, quand on était au all-time high, qu'un Bored Ape, ça valait un demi-million. Euh, En fait, c'est assez bête, mais c'est un peu comme dans le business, dans la vie réelle, par exemple. Juste le fait d'avoir une Rolex, bah, en fait, ça fait que les personnes vont te prendre au sérieux dans le sens où ils se disent, ah, ce mec-là, il a quand même une Clio sur son poignet. Donc, ça veut dire que potentiellement, il doit avoir de l'argent. Ça veut dire que potentiellement, il travaille bien. Donc, potentiellement, ça peut être intéressant en fait, de lui parler et de voir comment est-ce que je pourrais travailler avec lui, faire du business avec lui. Bah, c'est un peu la même chose en fait dans le Web3 où les gens ils disaient ah il a un Bored Ape, ça veut dire qu'il a quand même une photo à 500 000 euros. Bah du coup ça peut être un peu plus intéressant, ça t'ouvre, je pense que ça t'ouvre plus d'opportunités et au même sens aussi le fait, enfin les Bored Ape avaient accès à beaucoup d'alpha, ils étaient aussi whitelistés d'office pour pas mal de mint, de projets assez cool. Donc ouais, je pense que pouvoir avoir un Bored Ape ou un Punk, je pense que ça aurait ouvert encore un peu plus d'opportunités professionnelles, sûrement. Ouais, ok. Mais plus sur la partie, peut-être sur des personnes qui sont déjà du Web3, mais peut-être pas sur Monsieur et Madame Tout le Monde. Non, ouais, Monsieur et Ouais. Madame Tout le monde. Je pense que pour le coup, Bored Ape, c'est vraiment connu du grand public, puisque tu voyais, bah voilà, les Neymar, les Verratti, les Eminem, enfin, toutes les célébrités. Punk, je pense que c'est quand même beaucoup moins connu du grand public. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, j'ai pas fait d'enquête sur des milliers de personnes, mais je mettrais ma main à couper que c'est plutôt Ouais, les Bored Ape qui sont le plus connus que les CryptoPunk pour le retail, comme j'entends souvent, ou les exactement. moldus. Ce qui est un peu péjoratif d'ailleurs, mais vous m'avez compris. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, et aujourd'hui, du coup, tu es très actif sur Luxo, un peu moins sur Ethereum. Ouais. Tu te concentres aussi sûrement pas mal sur ton activité. Bah, je crois qu'en plus, tu as deux sociétés, tu n'en as pas qu'une, sinon c'est trop facile. Euh, comment tu arrives à gérer aussi ton quotidien parce que bah, tu as le nez, enfin, tu as ton côté investisseur, Ouais. tu as ton côté investisseur du coup pour faire grossir ton patrimoine, tu as ton côté holder, bon, tu es peut-être moins impliqué aujourd'hui dans la communauté qu'à l'époque, mais malgré tout, ça peut quand même te prendre un petit peu de temps, comme ce podcast par exemple. Tu as aussi tes activités entrepreneuriales qui sont aussi dans le Web3, donc finalement, je vais pas dire que tu as toute ta vie, mais tu m'as compris, dans le Web3, l'investissement, le hold et ton activité. Comment tu arrives un peu à t'organiser? Comment tu arrives à séparer les choses? Et est-ce que le piège, c'est pas non plus d'y passer trop de temps et de jamais couper finalement? C'est une bonne question. Alors, bon, je vais détailler un petit peu, mais je pense qu'en une semaine, comment je fais? Bah, je dors pas beaucoup. En une phrase, comment je fais? Je dors pas beaucoup. Non, en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que, en plus, en plus de ça, tu peux rajouter le fait que je voyage énormément, c'est-à-dire que je change en fait de pays tous les 1 à 3 mois. Donc, niveau organisation, ouais, généralement, c'est des journées assez remplies. En fait, la façon dont je m'organise, là où j'ai pas mal de chance, c'est que aujourd'hui, je vis avec deux personnes. Et donc, il y a la première qui s'appelle Daniela, en fait, avec qui j'ai fondé MetaTech Studio et VDA Design par la suite. Et une autre personne également qui était sa meilleure amie, en fait, que je ne connaissais pas du tout avant. Enfin, pour la petite histoire, en fait, les deux vivaient au Portugal. Moi, je vivais à Paris. Et en fait, on a tout quitté pour aller à Bali de base. Et donc, on s'est rencontrés dans l'aéroport en Turquie pour aller à Singapour pour s'installer à Bali. Et au final, on a vraiment accroché. Donc, du coup, on lui a dit de rejoindre la société. Donc, on travaille tous ensemble. Et je pense que ça soulage énormément parce qu'en fait, on est trois à avoir le même rythme de vie.
C'est-à-dire qu'on travaille tous, on fait des horaires qui sont vraiment très importantes. On va tous avoir en fait des spécialités. Moi, je vais vraiment être celui qui passe tout le temps sur le Web3, euh, qui me concentre vraiment dessus. Il va y en avoir une qui va être un peu plus concentrée, les deux en fait vont être plus concentrés un peu sur la partie design. Donc du coup, par rapport à ça, on peut vraiment s'épauler et c'est ouf en fait par rapport à ça parce que ça fait que je peux passer tout mon temps au final sur le Web3, mais en même temps, ils sont en train de travailler avec de moi, on partage le même train de vie. Donc du coup, ça fait qu'on se sent pas seul. Et généralement, on essaye de bosser toute la semaine. Donc la semaine, on sort quasiment pas. Et le week-end, on essaye de couper un petit peu et de sortir, de profiter. Étant donné en fait qu'on voyage en Asie du Sud-Est, en ce moment, je suis en Thaïlande. On a pas mal de choses à découvrir dans chaque pays. Donc le week-end, en fait, on se force à faire une coupure. Cette coupure, d'ailleurs, qu'on n'a pas réussi à faire depuis 2 semaines. Mais généralement, on va dire sur un an, on y arrive les trois quarts du temps. Mais par rapport à ça, sur ce que tu disais, c'est est-ce que c'est pas le piège? Euh, oui et non, dans le sens où oui, parce que par rapport à ça, c'est sûr que tu manques beaucoup d'opportunités de socialiser dans la vraie vie, ce qui est, je pense, à mon avis, encore plus important. Mais d'un côté, je me dis en fait qu'on est un peu à une époque où le Web3, c'est pas encore mainstream. Et pour moi, en fait, l'erreur en tout cas, c'est ma perception. Peut-être que j'ai faux, peut-être qu'on va aller à zéro et peut-être qu'au final, le Web3 n'a pas d'avenir. Mais pour moi, c'est une vague qui va être tellement immense que je préfère en fait tenter le coup, me mettre all-in, passer le temps nécessaire en fait pour pouvoir vraiment connaître tout l'écosystème, pour pouvoir essayer de ne pas rater d'opportunités, plutôt que essayer de me dire bah voilà, je fais des coupures, je regarderai et puis en fait de voir un peu le train passer sans moi. Donc c'est le premier point. Puis le deuxième point en fait, c'est que je considère même pas vraiment ça comme du travail in fine, parce qu'en fait, je prends énormément de plaisir à faire ça. C'est vraiment devenu une habitude. Je parle avec des potes, même si c'est de façon complètement digitale. On s'amuse énormément, on a pas mal de discussions. Enfin, je me suis vraiment fait des amis. D'ailleurs, il y a plusieurs de ces amis que j'ai rencontrés IRL. Il y a un autre clone d'ailleurs qui va venir en Asie bientôt. Il était déjà venu en Thaïlande. On avait passé presque un mois pour le coup ensemble. Donc, par rapport à ça, ouais, aucun regret. Et voilà. Ce que j'ai choisi de sacrifier, du coup, c'est le sommeil, où généralement, ouais, je dois faire des nuits de 3 4 heures euh, en moyenne, je pense. Peut-être pas idéal sur le long terme, mais c'est toi qui géreras par la suite. Et tu as fait une transition parfaite dans ta réponse. C'est une des questions que je voulais te poser. Et en plus, bah, tu travailles dans le Web3, donc c'est ultra pertinent. C'est quelle est ta vision du coup sur les prochains mois, prochaines années? J'aime bien le répéter et le mettre entre guillemets, un potentiel bull run qui serait en train d'arriver. Comme toi, finalement, tu as lancé ton activité un petit peu en fin de bull précédent, début de bear. Là, Ouais. on va peut-être attaquer une fin de bière et un début de boule. Comment tu vois les choses pour ton activité ou pour le Web3 même en général? Euh, c'est une bonne question. Comment je le vois? Bah, écoute, en fait, avant du coup que je lance ma première activité, MetaArchitect Studio, j'avais l'habitude et je pense que c'est aussi un peu la formation très stricte et rigoureuse M&A qui te fait dire ça, où j'avais l'habitude en fait de tout planifier, etc. Là, en fait, je planifie moins, c'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est évident qu'on aura un cycle, c'est évident qu'on aura un autre bull run. Euh, Évidemment, NFA et ne commencez pas à faire all-in si certains écoutent parce que du coup, j'ai dit que je suis persuadé qu'encore les prix vont devenir débiles. Mais pour l'instant, moi, je suis persuadé qu'on aura un nouveau cycle haussier. D'un point de vue personnel, en tout cas, je veux être prêt. C'est pour ça que récemment, j'ai investi pas mal. Enfin, j'ai même pas investi énormément Ça fait très longtemps que j'ai pas remis de fiat en fait dans les cryptos, mais que j'ai rotate pas mal d'assets enfin, j'arrive à être en bon profit, en tout cas, depuis quelques mois. Et je veux absolument pouvoir être prêt et avoir des bagues, en fait, dans les assets que j'aime énormément pour le prochain bull run. Et après, d'un point de vue
d'un point de vue business par rapport à mes sociétés. Je pense aussi que ça va faire enfin, je pense que ça va faire une très grande différence également. Un des points que j'attends le plus aussi, parce que c'est vrai que notre société, en fait, elle est pas mal focus sur le métaverse pour Meta Architect Studio. Et même si c'est pas encore du Web3, c'est l'Apple Vision Pro, où pour le coup, c'est ce qui va commencer en fait un peu à donner une ouverture sur ce que pourrait être le métaverse. Et donc, du coup, j'en attends pas mal par rapport à ça. Donc, on se tient prêt. On se tient prêt, en fait. On a aussi un projet de NFT, pour le coup, qu'on garde dans notre cuisine. Ça, j'en parle pas encore. J'en parlerai quand ce sera le moment opportun. Et, Ok. euh, et en parallèle également aussi avec d'autres personnes, un autre clone par exemple qui s'appelle Monster Crypto. On lance également un projet une collection de NFT sur la blockchain Luxo. Donc c'est comme ça que je me positionne, mais c'est vrai que c'est très difficile en fait de se dire voilà qu'est-ce qui va arriver exactement. Euh, Ce dont je suis sûr, c'est que ça va pump des fois ça va dump. J'essaye pas vraiment de prédire le futur, mais plus de m'adapter, de pouvoir investir en fait dans des projets que j'aime profondément, où j'aurai aucun problème de hold. Et voilà, c'est comme ça que je me place, on va dire. Ok, super intéressant ta vision. Merci pour le partage et bien sûr NFA Dior, même si pour moi ça sert pas à grand-chose de le rappeler. Les gens sont grands et ils se trouvent Bien un peu une sûr. excuse, je trouve des fois, à dire on m'a pas prévenu, on m'a pas prévenu. Ouais, parce que c'est toi qui appuies sur le bouton cliquer hein, quand tu achètes ou, ou quand tu vends, donc c'est toi qui es responsable. Euh, bon bah écoute, super, super pour ton retour complet. Et on va du coup gentiment se diriger vers la conclusion du podcast. Et lors de la conclusion de ce dernier, je pose trois questions à mes invités. OK. Et du coup, je vais commencer avec la première. C'est si tu avais un budget illimité, quel Ouais. NFT tu t'offrirais? Euh, alors, j'hésite entre deux. Euh, je pense que je prendrais un punk. Euh, pour, je pense aussi, l'accès à la communauté punk, l'accès au réseau et puis la valeur historique que ces NFT ont. Ou pour le coup, je suis sûr que c'est un des NFT qui perdrait pas de valeur, mais même en fait, sans même parler de valeur, parce que le budget est limité, donc j'imagine que financièrement, il n'y a pas trop de soucis. Je trouve que en fait, ce qui représente d'un point de vue historique le punk, je trouve ça vraiment cool. Mais d'un côté, j'hésiterais aussi entre un Murakami DNF, parce que pour moi, ça fait partie des plus gros, des plus beaux NFT, que j'adore Takashi Murakami. Alors, je pense que si jamais l'argent n'était pas pris en compte, je prendrais un clone Murakami DNA. J'ai déjà mon idée duquel. C'est un qui fume un cigare avec une veste noire. C'est celui que je prendrais. Ouais. Ok. Bah, c'est marrant que tu aies déjà ton NFT en tête. Généralement, bon, 9 fois sur 10, on me dit un punk, mais les gens ont pas forcément, enfin les invités ont pas forcément regardé un punk en particulier, mais toi, t'as bien un NFT en tête. Ouais, pour le coup, c'est le clone. Si tu enlèves l'aspect financier, ouais, ce serait le clone. Ce serait le clone. Même pour l'histoire, c'est joli que mon NFT Forever, ça fait partie de la première collection où j'ai investi. Non, ce serait un clone, ouais. Ce serait un Murakami DNA. Ok, ok, ça marche. Deuxième question, qui aimerais-tu voir dans le podcast? Qui pourrais-je recevoir? En francophone, je précise, mais pour Ouais, l'instant bien c'est en sûr. français. Euh, alors, quelqu'un pour le coup que je trouve vachement intéressant parce que c'est un mec que j'ai rencontré pour le coup à une soirée Clonex. On avait passé un petit moment de la soirée ensemble, on a parlé un petit peu et j'adore sa vision du Web3 où il est absolument pas là pour l'argent. Bon, ça veut pas dire qu'il n'en fait pas ou qu'il ne cherche pas à en faire, mais il a vraiment en fait une culture du Web3 que j'adore. C'est Crypto Ruskov. Pour le coup, je serais pas mal intéressé de pouvoir écouter un podcast de Crypto Ruskov. C'est marrant, mais le timing, j'ai fait un tweet la semaine dernière pour le recevoir.
Et il a répondu positivement. On n'a pas encore fixé de date Ok. au moment où le tien sortira peut-être, mais je lui avais justement écrit la semaine dernière. Donc tu vois, le timing, on est aligné. Ah bah parfait, great mind think alike. Ah, je savais pas qu'il avait un clone en plus. Si, il en a un ou deux, il me semble. Je sais qu'il en avait un ou deux, il me semble qu'il en avait deux, je suis pas sûr. Ok. Mais bah, je pense que tu vas kiffer le podcast avec lui. Il a une vision en fait du Web3 qui est vraiment très basée sur la culture, se marrer, prendre du bon temps, ne pas se prendre la tête. Donc je pense que ça peut être intéressant, hein. Écoute, je te tiendrai au courant si j'arrive à enregistrer, mais pour l'instant, on est bien parti. Parfait. Et dernière question, c'est si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, quel serait-il? Euh... Pas NF Dior, hein. Non, je rigole. All-in sur RT5, non, je rigole. C'est ça. Non, non, je rigole. Bah, je pense, on va dire, et je pense en fait, ça va pour n'importe, peu importe en fait l'orientation, peu importe le business dans lequel vous êtes, peu importe l'industrie, la niche, c'est de se développer un réseau en fait, de vraiment pas avoir peur d'aller approcher du monde, de parler à certaines personnes, notamment dans le Web3. Quelque chose qui m'avait choqué, c'est qu'en fait 90%, il y a toujours des personnes qui sont inatteignables, mais tout le monde est vachement ouvert d'esprit. Et ça m'a vraiment choqué parce que voilà, je venais d'un background où tu avais une hiérarchie qui était vraiment à respecter. C'est-à-dire que si tu étais un mec qui débutait dans la finance, bah, tu n'allais pas parler à un CEO qui brasse des millions comme ça, il n'avait pas ton temps. Et quand j'étais en conférence, en fait, ben, je pouvais parler avec le fondateur de Sandbox. J'ai même parlé au fils de Snoop Dogg quand j'étais à New York pour NFT NYC, à des mecs qui brassaient mais, des dizaines et des centaines de millions, alors que moi, j'étais personne. Et en fait, ils allaient t'accueillir en fait avec le sourire, parce que pour le coup, ils n'allaient pas te juger à ton background, etc. Ils allaient te juger à ce que tu as dans la tête, à l'énergie que tu ramènes. Et dans le Web3, cet aspect en fait de communauté, il est vraiment essentiel, comme dans la vraie vie. C'est ce qui va permettre d'ouvrir le plus de portes. C'est ce qui va permettre en fait d'avoir accès aux meilleurs projets le plus early possible. Et puis surtout le plus important en fait, c'est ce qui va permettre de pouvoir passer du temps dans le Web3. Parce que si jamais t'es pas en train de parler à d'autres personnes qui ont la même passion que toi, avec toutes les recherches qui sont demandées en fait pour pouvoir avoir les bonnes informations, ce serait trop ennuyant, ce serait pas marrant et pour moi ça n'aurait plus aucun intérêt. Donc je pense que c'est ouais pouvoir se développer un réseau. Ce serait mon conseil numéro un. Top. Et puis en plus, je peux confirmer à ma très petite échelle, mais c'est vrai que bah, depuis que j'enregistre des épisodes du podcast, j'ai été très surpris et positivement. C'est que la majorité des gens à qui je demande acceptent aussitôt. On l'enregistre super vite et c'est vrai que c'est ultra plaisant. Et ça va, je vais pas dire que ça va trop vite, mais des fois on se dit, ouais, je peux avoir potentiellement recevoir telle ou telle personne et en finalement une vingtaine d'épisodes, ce qui est quand même pas grand-chose. Mais c'est vrai que le Web3, c'est vraiment cool pour ça. Ouais, exactement. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'industries qui sont comme le Web3. Après, on en verra quand ce sera vraiment très développé et que ce sera mainstream, peut-être dans 10 ans si ce sera la même chose. Mais en tout cas, il faut en profiter maintenant qu'on n'est pas beaucoup, qu'il y a un peu entre guillemets, cet esprit de village où tout le monde est accessible pour n'importe qui, que tout le monde s'entraide, etc. Donc, enfin, pour moi, je trouve ça assez incroyable et assez cool. Clairement, clairement. Eh bien écoute Alex, je vais te remercier parce qu'on arrive à la fin de cet épisode, sauf si tu as quelque chose à nous rajouter qu'on n'aurait pas abordé, que tu trouves important, mais sinon c'était un super échange. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment cool. Tes questions sont vraiment sympas. Et non, franchement, au top. Bon J'ai bah pris beaucoup de nickel. plaisir. Et puis si on veut savoir un peu plus sur tes projets, ton parcours, on mettra bien évidemment les liens dans la description, que ce soit sur YouTube, Spotify ou autre. Et puis je vais souhaiter une bonne journée à tous nos auditeurs. Faites attention à vos portefeuilles et puis on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Merci encore Alex et à la prochaine.
Allez, merci et bisous à tous tes auditeurs du coup. Ciao. Ciao.